En manchette ce soir, des solutions en itinérance à Val-d'Or. Au retour du sommet municipal sur l'itinérance, la ville revient avec des idées plein la tête. En effet, au sommet, le gouvernement s'ouvrait là, ouvert à participer, à prendre ses responsabilités parce que c'est un dossier qui lui appartient, l'itinérance. Les travaux avancent bien à la nouvelle école de Lassar. Ça roule très bien, puis on a notre contre-maître de chantier qui suit le projet, puis des rencontres de chantier toutes les semaines, puis on s'assure que l'échéancier va être là. Et Dylan Gill est le nouveau capitaine des Huskies. Dylan est ressorti du lot sans vouloir non plus la job. C'est naturel pour lui d'être un leader. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. La crise de l'itinérance se poursuit à Val-d'Or, mais de nouvelles solutions ont été mises en place dans la municipalité. Plus de détails avec Emilia Laliberté. La mairesse de Val-d'Or et le conseiller municipal Benjamin Turcotte reviennent du sommet municipal sur l'itinérance jeudi dernier à Québec pour trouver des pistes de solutions. La situation de l'itinérance est encore très présente en Abitibi-Témiscamingue, selon le conseiller municipal Benjamin Turcotte. Oui, on a une situation d'itinérance à Val-d'Or. Ça fait une douzaine d'années. On a, selon le recensement officiel publié là, par le gouvernement, en région, 157 individus en situation d'itinérance. On s'entend qu'il y en a une bonne proportion à Val-d'Or. Les discussions semblent avoir avancé lors du dernier sommet sur l'itinérance, mais pour M. Turcotte, il reste encore du chemin à faire. En effet, au sommet, le gouvernement s'ouvrait là, ouvert à participer, à prendre ses responsabilités parce que c'est un dossier qui lui appartient, l'itinérance, là, avec les services sociaux. Donc, le ministre Lionel Carman était présent, a répondu à l'appel des municipalités. Puis, il y a des sommes qui ont été annoncées, mais les maires et les mairesses ont insisté sur le fait que ce n'était pas suffisant. Dans le dossier du château Marie-Ève, ce sont une dizaine de personnes à risque d'itinérance qui ont fait leur entrée au château. Ce projet d'habitation sera constitué de 41 logements sociaux en plein centre-ville. Le projet est piloté par la Piole de Val-d'Or. Le président du conseil d'administration de l'organisme, Stéphane Grenier, se dit satisfait de cette nouvelle étape, même si le manque de financement au projet est encore bien présent. C'est la poursuite, la continuité. Là. Il faut installer les résidents, mais on se sent bien heureux de voir des gens quitter la rue pour obtenir un chez-soi. On va se concentrer sur des négociations avant avec la SHQ, voir il y a des nouvelles appels de propositions là, pour les logements sociaux. De l'argent neuf qui arrive d'Ottawa et de Québec. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, le bout de chemin qu'ils peuvent faire avec. Mais c'est sûr qu'on ne fermera pas le projet. Là, on vient de loger des gens, on ne les mettra pas à la rue. Au sommet à Québec, Val-d'Or a demandé une plus grande présence policière et l'instauration d'un centre de jour afin de pallier à cette crise. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. En Abitibi-Ouest, maintenant, à Lassar, la construction de l'école primaire Phénix du Savoir est toujours en cours pour remplacer le pavillon Victor Cormier qui a été incendié en 2019. Et Kimberly, vous étiez sur place aujourd'hui pour savoir où on en est dans les travaux. Mélissa, ça va être une école à la fine pointe de la technologie qui se construit actuellement. Le pavillon Phénix du Savoir va avoir une climatisation adéquate et des fenêtres qui vont permettre une plus grande luminosité en classe. Bref, les travaux vont de bon train, selon Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaires du lac Abitibi. Donc, parmi les changements les plus importants, on prévoit un gymnase 2 fois plus grand et on veut également tripler la superficie de la cour d'école. Donc aussi, si jamais le pavillon Phénix du Savoir a besoin de plus d'espace pour X raisons, une section a été pensée pour un éventuel agrandissement. Donc, rappelons que plus de 25 millions de dollars ont été investis pour la construction de cette nouvelle école. L'hiver va s'en venir, fait qu'ils vont faire un rush pour l'extérieur, mais l'intérieur, il s'en vient de plus en plus là, meublé pour tout ce qui est peinture, puis l'électricité, tout ça, c'est vraiment bien. Puis la fenestration, c'est vraiment un nouveau concept des écoles, c'est qu'il y a tellement de lumière qu'on n'aura pratiquement pas d'affaire à allumer la lumière l'été. C'est vraiment bien au deuxième étage, de toute beauté. Puis l'accès aussi à la patinoire pour nos enfants, fait que ça va être vraiment. Puis on va faire un parc pour le quartier aussi, qu'on n'avait pas à l'époque. Le projet va être livré à temps puisque l'échéancier de septembre 2024 est toujours respecté. Cependant, il y a quand même eu quelques défis dans les dernières années, selon M. Dubé. Par exemple, il a fallu beaucoup de documentation pour justifier une école primaire neuve à Lassar au gouvernement du Québec. Il y a eu aussi quelques défis au niveau de la structure, surtout au début des travaux, mais ça a été rapidement réglé. Et maintenant, en termes de capacité, environ 190 élèves pourront être accueillis en classe.
Ça roule très bien, puis on a notre contremaître de chantier qui suit le projet, puis des rencontres de chantier toutes les semaines, puis on s'assure que l'échéancier va être là, puis qu'il n'y ait pas d'anomalie ou que tout le monde puisse livrer la marchandise. On va avoir vraiment une belle place, un débarcadère d'autobus sécuritaire, service de garde éventuellement aussi, très sécuritaire pour nos enfants. Fait que c'est de bon augure, puis c'est juste du positif présentement avec cette école-là. Fait qu'on est vraiment contents, on est fiers. Avec ce nouveau design des écoles du Québec, il y aura en tout 6 classes du primaire, une de préscolaire et une autre de maternelle également. Le nombre exact des inscriptions, ça reste à être confirmé sous peu, mais chose certaine, selon Yves Dubé, la SAR aura une belle nouvelle école de très bonne qualité en plus. On fera donc le suivi. Merci Kimberly. Au plaisir. En économie, c'est cet avant-midi lors de la journée Innovation AT, organisée par l'espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue, qu'a eu lieu le dévoilement du premier portrait sur l'entrepreneuriat et l'innovation de l'Abitibi-Témiscamingue, entrevue d'Yvon Moreau. Raphaël, pourquoi cette démarche-là? En fait, c'est une initiative qu'on a faite avec les partenaires de la région, donc les CLD, SADC, MRC, qui nous affirmaient qu'il manquait de données concrètes sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, on n'avait pas de données pour être capable de prendre position avec des actions claires. Donc, l'espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue a décidé de lancer un portrait régional sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a 473 entreprises qui ont participé et aujourd'hui, là, mi-septembre 2023, quel est le portrait qu'on peut faire? Une région fortement mobilisée pour faire face à ces enjeux, une région très innovante, très entrepreneuriale. Encore de la place pour des projets d'innovation, puis on a développé des pistes là, afin d'améliorer le soutien qui est offert aux entreprises afin qu'elles innovent davantage, augmenter la performance des projets d'innovation en cours. Puis, c'est comme je l'ai mentionné, vraiment améliorer l'offre de soutien et d'accompagnement aux entreprises. Le dynamisme de nos entreprises, il est bien présent et vous sentez que l'avenir est ouvert pour nous? Tout est possible. Il s'agit de se prendre en main. C'est important. Les enjeux de l'environnement concurrentiel, si je peux me permettre, comme les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux économiques, sont des enjeux de taille, le virage numérique aussi. Donc, il faut être prêt pour y faire face. Il faut s'adapter sans attendre. Et l'aide est nécessaire? Tout à fait. En fait, l'espace d'accélération et de croissance d'Abitibi-Témiscamingue est là pour accompagner les entreprises dans leurs projets. Tout ça en collaboration avec nos partenaires des MRC, CLD, SADC. Dans le secteur minier, une rencontre citoyenne a lieu ce soir à Duparquet concernant le projet de l'entreprise Mine d'or Duparquet, les avancées récentes du projet, les étapes à venir, mais aussi l'engagement continu seront partagés. Ça va se passer à partir de 18h30 au Centre des loisirs. Mine d'or Duparquet, on rappelle, est une filiale de First Mining Gold qui possède à 100% le projet aurifère Duparquet. On passe à l'environnement. Henri Jacob, le président d'Action Boréale, s'insurge à nouveau contre le nouveau plan du ministère des Ressources naturelles. Dans une lettre destinée au cabinet du ministre, il dénonce notamment des propos non justes du gouvernement quant à la définition de son rôle sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il critique aussi la volonté de Québec qui juge incapable, dans le cas présent, d'adéquatement protéger les forêts de la région. Et pour Henri Jacob, eh bien, il est plus que temps d'entreprendre des actions pour redéfinir les paramètres d'une foresterie responsable. Dans un autre dossier, des représentants syndicaux du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont manifesté aujourd'hui devant le bureau du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Les 3 affiliations syndicales du Cégep dénoncent l'arrogance du Premier ministre Legault. Les syndiqués expliquent vouloir être reconnus à leur juste valeur. Les 3 syndicats représentent plus de 600 membres regroupés au sein du syndicat des enseignants, du syndicat des professionnels et du syndicat des employés de soutien du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. En politique, le Parti conservateur du Québec demande au gouvernement d'abolir la cession de bail pour garantir aux propriétaires le choix du locataire.
Actuellement, un locataire peut toujours transférer son bail à une autre personne, mais selon le chef Éric Duhem, il existerait un marché clandestin de la revente des baux. Des locataires revendent leur bail au plus offrant. Il explique que ça va à l'encontre du droit de propriété des propriétaires. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est ce week-end que la population a pu profiter de la deuxième édition du Festival de la Sarre avec Émile Bilodeau. Plus de détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 13 septembre, la SADC d'Abitibi-Ouest tenait son assemblée générale annuelle sous le thème « Le développement durable bien vivant en Abitibi-Ouest, Villebois et Val-Canton ». La démonstration en a été faite par la présentation de 7 projets menés par les entreprises et l'UQAT sous l'angle de l'innovation et de l'efficacité énergétique. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de La Sarre et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. J'ai dit non, ça va, je vais marcher, hey! On vient de l'entendre, Émile Bilodeau en pleine performance. Et justement, Stéphanie, la population a pu le voir à la deuxième édition du Festival de la Sarre. Oui, et je peux vous dire à la maison et en studio qu'il y avait du monde à la messe en bon québécois. C'est 450 festivaliers qui se sont donné rendez-vous pour les 2 soirées consécutives. Écoutez, on a eu droit à de la belle variété. Soirée du vendredi à thématique Bluegrass, on avait les Chiens de Ruelle qui étaient là, Jeff, Élixir de Gumbo. En ce qui a trait à la soirée du samedi, on a décidé de faire un petit virage un petit peu plus pop avec le groupe abitibien Et on des jeunes. Alex Pic aussi était là, ainsi que l'auteur, compositeur, interprète Émile Bilodeau qui a su nous donner le sourire malgré la mauvaise température. Bravo là, à l'organisation, c'est une équipe tissée serrée, puis malgré la pluie, on a réussi à garder un public assez nombreux, puis on a fait un spectacle assez énergique, avec beaucoup de théâtralité, puis je pense que les gens ont été contents d'avoir toffé malgré la pluie. Et ce n'est pas la dernière fois, mes amis, qu'Émile Bilodeau s'amène par chez nous. Je vous rappelle que le 26 août dernier, il était dans le quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda avec Maire au front pour manifester pour le respect des normes nationales de la qualité de l'air qui est en lien avec la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. C'est une cause qui lui tient très à cœur et qu'il espère voir évoluer. Il faut protéger cette population-là, puis il faut assurer que l'identité de l'Abitibi, l'identité, c'est des gens fiers d'avoir grandi là, d'avoir vu le jour là. Puis quand tu vois un exode, parce qu'il y a des gens qui ont peur pour la santé de leurs enfants, bien, c'est à nous de réagir. Puis c'est à nous de faire comprendre aux gens qui travaillent dans le secteur minier, les ouvriers de la fonderie, que c'est pas nos ennemis, qu'on veut faire une transition pour s'assurer que ces gens-là aient les outils pour pouvoir soit continuer de travailler à la fonderie s'ils respectent les normes. Et surveillez bien notre Émile Bilodeau national parce que le 29 septembre prochain, il va sortir, oui, son nouvel album, 5e album, Au bar des espoirs. Donc, c'est à surveiller. Et pour terminer, on fait un petit tour du côté d'Amos, mon petit patelin que j'adore. Salutations aux Amossois et aux Amossoises qui nous écoutent présentement. J'aime ça, hein? Je vous aime tellement. Écoutez, centre d'exposition d'Amos, ça va se dérouler ce jeudi avec un atelier café-lecture où est-ce qu'on va pouvoir en apprendre davantage sur une grande exploratrice canadienne en compagnie d'une artiste du nom de Karine Locatelli. On a très, très hâte de vous y recevoir. Donc, on va se baser sur une lecture de son journal, Amina Hubbard. On va faire ça dans les salles de Karine Locatelli. Et mon amie Sylvie Caron du Centre d'archives va nous proposer des archives du début de la colonisation ici. On va essayer de faire le pendant de l'exploration au début du 20e siècle
à travers la vision de Mina Hubbard, mais aussi à travers la vision de nos prospecteurs et de nos courageux du début du 20e siècle ici. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'atelier est gratuit. Vous vous rendez en ligne sur le site Internet du Centre d'exposition d'Amos. Merci Stéphanie. Les Huskies ont dévoilé les membres de leur groupe de leadership pour cette saison. La meute a un nouveau capitaine qui sera épaulé de 5 adjoints. On vous dit les noms après la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont dévoilé le successeur d'Édouard Cournoyer à titre de capitaine de l'équipe. C'est le défenseur Dylan Gill qui va porter le C cette saison. Plus de détails avec Johan Carrière. C'est le défenseur de 19 ans Dylan Gill qui va assumer le rôle de capitaine des Huskies cette saison. Le vétéran qui est présentement au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale en sera à sa 4e saison avec les Huskies cette année. Un choix qui s'imposait de lui-même pour l'entraîneur-chef Martin Dagenet. Sans vouloir non plus la job, c'est naturel pour lui d'être un leader. Tu parles à Dylan, c'est comme parler à un homme de 35 ans. Ça, c'est le niveau de maturité. C'était quand même un choix facile. Je pense que tous les gars le voient comme étant le capitaine de l'équipe. Pour ce qui est des assistants, Anthony Turcotte portera le A toute la saison, un poste qu'il occupe déjà depuis 2 saisons. C'est un rôle dans lequel il se plaît bien. Puis moi, c'est ma 3e année assistant, puis je vais continuer à faire ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé, puis j'aime bien ça. C'est un groupe qu'on connaît tous déjà, fait que ça va vraiment être leader par la glace. Antonin Véraud et Jérémy Langlois vont aussi porter le A lorsque la Meute jouera avec son chandail noir. François-James Buteau et Alex Carr seront quant à eux les autres assistants lorsque l'équipe sera en blanc. I mean, it's always been a dream of mine to wear a letter in the queue, so I'm just going to wear it with pride and, just not take advantage of any day and just enjoy the ride. J'ai fait preuve un peu plus de leadership. Je pense que l'organisation puis le staff, il l'a vu. Puis j'ai été récompensé de ça. Évidemment, mon rôle, peu importe c'est quoi que Martin y attend de moi, je vais m'assurer que ça soit ça que je fasse. Même si son équipe est composée de plusieurs vétérans et que son vestiaire est déjà uni, Martin Dagenet ne néglige pas l'importance d'avoir un capitaine. Il est très clair sur ce qu'il attend de son groupe de meneurs. Que ça prend beaucoup de guts, ça prend un niveau de maturité très élevé, comme je mentionnais tantôt. C'est pas un gars qui va parler non plus trop souvent, mais qui va parler quand c'est le temps. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, les Foreurs vont conserver le même groupe que l'an dernier. David Doucet sera le capitaine, appuyé par Thomas Cibulka et Zakaël Turgeon. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait « Allez-vous assister au premier duel de la 117 samedi ?» Vous avez répondu non à 95%. On va au baseball. Le Val-d'Orien Michel Laplante savoure un autre championnat de baseball à Québec. Les Capitals de Québec ont remporté un 10e championnat depuis 1999 hier en arrachant la finale de la Ligue Frontière de baseball. Ils ont gagné le 5e et ultime match contre les Otters à Evansville par la marque de 12-3. Et c'est un 2e titre en autant d'années pour le président Laplante. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on a le droit à une belle semaine sous le soleil. Oui, et pendant qu'on est après se parler présentement, je ne vois rien du tout. Je suis aveuglée par le soleil abitibien. Écoutez, on se plaindra pas de ça, hein? On va le prendre certain. Pour ce soir et cette nuit, c'est censé se dégager. On a quand même, par contre, là, des nappes de brouillard pour les 2 secteurs, soit l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue, avec un minimum de plus 1 degré.
pour les deux endroits. Donc, serrez les plants de tomates cette nuit, là, faites attention. Pour demain, on s'attend à avoir du beau gros soleil pour le Témiscamingue et l'Abitibi. On a un maximum de 18 au nord, 17 degrés au sud et un aperçu pour jeudi. Toujours du soleil avec un maximum de 22 degrés pour les deux secteurs. C'est le moment là de profiter de notre dernière belle semaine de l'été, Mélissa. On va en profiter. Merci Stéphanie. À demain. Je termine avec la Société d'aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda qui affirme avoir investi plus d'1 million de dollars dans le milieu au cours de la dernière année. Aussi, n'oubliez pas qu'on est toujours sur nos plateformes, donc YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez nous encourager, si vous voulez revoir les reportages et les bulletins qu'on publie tous les jours. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, puis on se retrouve demain.